Les décideurs de la gestion, bonjour. Vendredi, milieu de journée, milieu de séance boursière aussi. Nous faisons le point sur l'actualité économique. Nous essayons ensuite de tirer des conclusions sur l'évolution des marchés financiers et dans la dernière partie, celle des conseils, de même donner des conseils pratiques. Alors j'ai à mes côtés Christian Ginolac. Bonjour Christian, vous êtes le patron de Gaspal Gestion. Et puis nous allons rentrer tout de suite dans le vif avec les impressions macro. Alors cette semaine, bonne semaine boursière encore une fois. Si on prend un recul depuis le début de l'année, on a des marchés européens qui gagnent entre 10 et 13%. Le meilleur, c'est le marché français ou le marché italien, peut-être paradoxalement. On a des marchés américains qui, depuis le début de l'année, gagnent entre 1 et 2%. Le reste du monde, pas extraordinaire, à part l'Inde, toujours la grande vedette. Et la Russie, dont l'indice en rouble gagne 15%. Donc une bonne tendance malgré, on va peut-être commencer par ça, par ce feuilleton grec. Ce feuilleton grec, alors la Grèce, elle va sortir de l'euro, comme le dit l'ancien président de la République, M. Giscard d'Estaing. Elle va faire faillite, faire défaut, on va restructurer, qu'est-ce qu'on va faire ? Je pense qu'in fine, ça va se terminer par une restructuration molle. C'est-à-dire qu'on va prendre la dette et on va en amortir un bout et puis l'amortir sur très longue période. Puis on va rallonger sur très longue période. Mais j'ai l'impression que c'est un principe qui est admis, ça. Là où les discussions sont plus difficiles, c'est sur les contreparties de respect d'une conduite économique que le nouvel gouvernement grec a du mal. C'est-à-dire qu'il est quelque part incompatible avec ce qu'il a annoncé au moment des élections. L'ancien gouvernement a fait le boulot, puisque comme le budget hors charge de la dette est excédentaire de 3%, donc ça c'est exactement ce que... On en est très très loin par exemple en France. Alors c'est le moment où il y a tentation pour un pays, puisque son excédent primaire, ça veut dire qu'il peut payer ses frais de fonctionnement, ses fonctionnaires, etc., avec ses recettes. Et alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il peut payer les intérêts de sa dette, parce qu'elle est colossale. Mais comme il peut vivre par lui-même, il peut être tenté justement de faire un bras de fer avec ses créanciers, et c'est ce qui se passe en ce moment. Donc c'est quand même une partie de poker menteur. Personne n'a vraiment intérêt à ce que ça se finisse mal. Personne n'a intérêt à ce que ça se finisse mal, mais de l'autre côté, on est dans un monde où d'un côté on a des Grecs très méditerranéens et qui ont inventé la tragédie, ou je ne sais pas s'ils l'ont inventé, en tout cas ils en ont fait beaucoup. Un art consumé. Et puis de l'autre côté, on a des pays du Nord qui sont plus restrictifs, puis nous au milieu, la France, on a la tête au Nord, les pieds au Sud, alors c'est peut-être nous en fait qui allons servir de relais dans ces négociations. Bien, donc on voit que les marchés ont l'air d'un peu ignorés. Quand ça chauffe un petit peu, on baisse un peu, mais dès que ça se calme, la bourse repart. Hein. Oui, c'est-à-dire que sur un plan de l'économie, la Grèce, c'est tout petit, c'est 2% du PNB de l'Europe. Les banques ne sont plus du tout dans la même situation que 2012. Elles n'ont, pour ainsi dire, plus d'emprunts grecs dans leurs livres. Donc, et la Grèce n'est pas, comme on disait, un acteur majeur de l'économie. C'est la Banque Centrale Européenne, c'est l'Union Européenne, c'est le FMI. Voilà, alors ce sont des entités qui sont pas en prise directe sur notre vie de tous les jours. Donc plutôt, effectivement, le drame a une fin qui ne sera peut-être pas dramatique. Espérons-le. Alors, on traverse l'Atlantique. Aux États-Unis, la déflation gagne même les prix à la production. Donc on a des prix à la production qui baissent, un marché du travail qui est encore meilleur que ce qu'on pensait. Est-ce que la Réserve fédérale va augmenter ses taux avant l'été finalement, ou va attendre la fin de l'année? C'est un peu ce qu'on se demande. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la Fed, qui regardait comme indice majeur l'indice de l'emploi, son regard maintenant a dévié et se porte sur l'inflation. Pourquoi ? Parce qu'on est clairement dans le monde, notamment avec la baisse du prix de l'énergie, rentré dans une phase où les banques centrales doivent lutter contre la déflation. D'où la posture de la Banque centrale européenne, qui est quand même très étonnante, puisque
pas vocation à faire du quantitative easing, comme on dit, c'est-à-dire racheter à tour de bras c'est-à-dire augmenter la taille de son bilan et d'augmenter son bilan d'une marché. manière très très conséquente. Et du côté de la Fed, on se rend bien compte que monter les taux en période de risque de déflation, c'est pas ça paraît loufoque. Ça paraît loufoque quand les prix baissent de monter les taux d'intérêt. Voilà. Donc les partisans ou ceux qui parient plutôt sur une action de la Fed plutôt retardée sont en train de gagner du terrain. C'est ça qui semble en ce moment être ça, c'est plutôt bien pour la bourse. Revenir. Le consensus RIP, il était plutôt vers juin. Oui. Il va riper maintenant plutôt vers septembre ou la fin d'année, quoi. Donc c'est plutôt bon pour les marchés. Alors ça ne peut être que bon pour les marchés. D'ailleurs, je vous rappelle que la Fed conserve son stock. Donc ça veut dire qu'il continue à racheter régulièrement. Chaque fois qu'il y a une échéance, il continue à racheter. Il n'augmente pas les doses. Voilà. Le tapering, c'est qu'on a diminué la dose qu'on mettait, mais on n'a pas retiré le médicament. Exactement. Alors en Europe, la croissance se développe. Hein. Le PMI, c'est-à-dire l'indice des directeurs d'achat français, est au plus haut. En Allemagne, on a aussi de la déflation sur les prix à la production, mais le moral est bon. Tout va bien alors. Oui, le consensus de croissance pour la zone euro, c'est de l'ordre de 1,20 en 2015. En soi, ce n'est pas très significatif, mais c'est en croissance et les révisions vont plutôt dans un sens de croissance. On est parti de 0,8 à 1,20, on peut aller à 1,50. Les institutions et les économistes sont en général en retard vers la hausse et par contre, ils anticipent des baisses plus fortes. Donc, on est dans la phase où on peut s'attendre à des meilleures nouvelles demain. Et s'attendre des meilleures nouvelles demain, c'est un facteur de soutien formidable pour la bourse, puisque elle regarde ce qu'il y a devant nous. Si elle se dit, devant moi, j'ai quelque chose qui sera meilleur que ce que j'ai aujourd'hui, elle se porte très bien. On va le voir avec les discours des entreprises dans la deuxième partie. Juste avant de passer à cette deuxième partie, le pétrole, donc il est revenu vers les 60 maintenant. Donc il a fait 120, 50, 60. Qu'est-ce qui vous... Ou même 45, Alors, 60. Ce qu'on voit un petit peu, c'est en général quand des marchés de matières premières comme ça baissent très très fortement d'un seul coup, comme ça s'est passé au pétrole, qui est passé de 110 à un niveau de 40, en général, il y a un rebond, un rebond de 20-25%. Alors, oui, voilà, c'est ce qu'on a fait, 25%. Nous sommes là, nous sommes dans ce rebond. Alors, donc on pouvait anticiper ce rebond, mais maintenant, on n'a pas beaucoup de guidelines, si je puis dire, pour savoir on voit des stocks très importants. On voit des pays exportateurs, par exemple la Russie, qui de toute façon continuent à exporter à $60, le baril, comme ils exportaient à 120. L'Arabie saoudite continue à produire de façon constante. Les Américains, ils réduisent un peu leur production de gaz de schiste ou de pétrole de schiste parce que ce n'est plus très rentable. Mais il y a toute l'offre qu'on veut par rapport à l'état de la demande. Le scénario, c'est que ça ne va pas remonter violemment. Voilà. On n'est pas sur des taux de croissance faramineux. On est sur une amélioration de la croissance, mais on n'est pas sur les taux de croissance une croissance qui s'améliore dans les pays moins consommateurs, c'est-à-dire plutôt l'Europe, les États-Unis, voire peut-être le Japon un jour. Et puis, si on parle des matières premières, il faut penser à la Chine. Clairement, la Chine n'est plus dans les taux de croissance des 3 ou 4 dernières années. Souvenons-nous qu'on était dans les zones de plus de 10%. On est dans les zones officiellement de l'ordre de 7%, mais certains esprits chagrins ne manquent pas de dire que la consommation d'électricité est à peu près stable et que la consommation d'électricité, c'est une statistique qui se maquille plus difficilement. Voilà, plus difficile. Donc le pétrole... donc une demande qui n'est pas qui est aussi un facteur favorable à la croissance, notamment européenne. Exactement. Bien, nous allons passer au Reality Micro, justement, pour parler de ça. Alors, Reality Micro, c'est la grande saison des publications des comptes 2014 des entreprises, avec d'abord les résultats eux-mêmes, et puis le discours des dirigeants qui est évidemment décrypté. Alors, il y en a beaucoup. On va commencer par deux valeurs que nous avons recommandées, que Christian vous avez recommandées aux décideurs de la gestion
dans la dernière émission, qui sont Accor et Technip. Accor a gagné 41% depuis qu'il voulait recommander le 7 novembre, pour un CAC qui fait 15, et, et en un mois a gagné 12% pour un CAC qui fait 6, donc 2 fois plus. Les résultats sont bons. Hein. Les résultats sont bons, c'est un petit peu ce qu'on avait anticipé. Le chiffre d'affaires est en hausse et c'est clair que la reprise de l'activité, notamment en Europe, aux États-Unis, l'augmentation du trafic des passagers, etc., fait que l'hôtellerie, en général, en Europe, va mieux, dont Accor. Les objectifs de marge du patron, de Bazin, sont crédibles. Les objectifs sont crédibles et on voit encore que c'est un métier où l'effet de levier pour une hausse relativement faible du chiffre d'affaires, une forte hausse du résultat, et donc le résultat est en augmentation, le résultat net de 77%, ce qui est remarquable, à 223 millions. Le dividende, alors c'est un trait commun qu'on va voir oui. Dans toutes les annonces. Tous les dividendes à peu près sont en hausse cette année, ce qui est une marque de confiance dans l'avenir. Et Bazin nous a fait une bonne surprise d'augmenter son dividende de 19%. Oui, c'est comme une marque de confiance. Ce qui est une très belle marque de confiance. Et puis de gestion de son passif, que c'est important dans l'hôtellerie de savoir que les hôtels qu'on possède, ceux qu'on ne possède pas et qu'on loue, etc. Exactement. Donc sa politique à la fois sur les murs et sa politique sur l'exploitation des données, l'acquisition des clients par le numérique commence à payer. Bien. Alors deuxième valeur sur laquelle on va revenir un peu longuement, c'est Technip. Vous m'aviez surpris, et vous avez sans doute surpris les téléspectateurs des décideurs de la gestion il y a un mois en recommandant Technip dans un marché pétrolier et des services pétroliers complètement désolés. Donc la valeur a pris presque 15% pour un cas qui prend 6%. Quel timing. C'est un petit peu là l'idée quand on l'a recommandé, c'est que toutes les valeurs parapétrolières étaient jetées aux orties. Or, Technip est en France et peut-être même en Europe certainement la mieux gérée. Elle a un carnet de commandes qui est impressionnant, plus de 2 ans de carnet de commandes. Et donc, notre pari, c'était de penser qu'elle traverserait mieux que les autres. Rapidement, ce qui est le cas. La publication, elle confirme ça, finalement. Alors, la publication confirme ça. Et le patron, malgré la morosité du domaine du pétrole, a apporté son dividende en augmentation de plus de 8%, ce qui est également un très bon signe. Plus de 3% de rendement et 2 ans de chiffre d'affaires en carnet de commande, c'est très beau. Alors, encore une fois, beaucoup de publications cette semaine, donc on va passer un peu vite, mais on a retenu certaines ensemble d'ailleurs, en préparant cette émission. Peugeot. Alors Peugeot, c'est un autre exemple du fait on est bluffé. qu'on est dans une industrie très cyclique et il suffit d'un léger décalage du chiffre d'affaires. De points morts très élevés, donc effectivement. Un point mort très élevé et hop, ça y est. Alors, les affaires sont reparties, le free cash flow est largement positif, il est de l'ordre de 2 milliards. Alors, pas de dividende en revanche. Voilà, alors, il n'y a plus de dette, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu une grosse augmentation de capital. Le fonds de roulement a été très très bien géré. La Chine, 32% de hausse du chiffre d'affaires, c'est en partie ça qui a sauvé les 308. Mais on n'en est pas encore à payer un dividende. Mais l'objectif est de dire à 2 millions de véhicules hors Chine, on ne perd pas d'argent alors qu'on était quasiment à 2,6 millions de véhicules il y a encore 3 ou 4 ans. Exactement. Alors, les banques, Crédit Agricole, Natixis. Je sais que vous aviez plutôt préféré Natixis dans toute la période de doute sur les banques. Oui, parce que Natixis est une banque qui est un peu à part, dont l'activité de gestion se développe très fortement et très habilement, je dois dire. Il bénéficie en plus du fait que dans le pôle gestion, maintenant, l'Amérique représente près des 3/4 de ce pôle. Et compte tenu de l'évolution des marchés boursiers américains,
a largement prospéré. On est dans le cadre, là aussi, d'une banque qui peut se permettre d'augmenter son dividende. Et elle le fait largement. Et en plus, on va recevoir un petit peu de distribution liée à la mise en bourse de la COFAS. Donc les actionnaires sont très bien traités. Et la banque se vend encore à un niveau qui est légèrement inférieur à l'actif net. C'est le niveau où on peut encore acheter. C'est un niveau où on peut encore acheter, alors que, si on veut comparer, le Crédit Agricole, lui, se vend avec une décote de plus de 30% par rapport à l'actif net. Alors, le Crédit Agricole, il y a une histoire de restructuration. Les caisses régionales vont prendre le pouvoir, qu'elles n'auraient jamais dû perdre, sans doute. Mais on va peut-être indemniser les porteurs de l'action Crédit Agricole SA. Alors, c'est vrai que on peut anticiper que la restructuration ramène au Crédit Agricole des résultats. Mais ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que ces grandes banques à réseau souffrent en fait d'un niveau d'intérêt qui est très très bas. Oui, ce qui fait que les dépôts des particuliers notamment ne rapportent plus rien et même coûtent, puisque si je mets mon argent à la Banque Centrale Européenne, il faut que je paye. Exactement. Alors, donc, plus difficile, mais le Crédit Agricole est une de nos cibles préférées parce que c'est un groupe qui est très solide. C'est un groupe dont on a parlé, la gouvernance est dans une évolution qui est très positive et qui offre un bon rendement. Donc nous sommes acheteurs. Alors des vedettes, Air Liquide, Essilor. Alors les vedettes n'ont pas déçu. Voilà, je dirais qu'Essilor a fait un petit peu mieux que l'Air Liquide, dont la croissance n'est pas très forte, mais qui, alors encore une fois, regardons ce qu'ils font sur les dividendes. Ils avaient fait une gratuite pour 10 l'année dernière. Ils maintiennent le dividende. Ils augmentent de 10% leur dividende. Donc en fait, ils augmentent la distribution de 10%. C'est une bonne confiance sur l'avenir. C'est pas mal. C'est quand même beau. Et Essilor Essilor, toujours des résultats formidables. Une hausse de chiffre d'affaires de plus de 11%. Un résultat net en hausse de 6,5% si j'enlève l'exceptionnel. 56% avec l'exceptionnel. C'est formidable. Et, encore une fois, une bonne hausse du dividende, 8,5%. C'est vraiment le message. C'est le message des patrons. On est confiant et on rend aux actionnaires. C'est bien ça. Exactement. Or, on a en face de nous des actionnaires, des investisseurs, disons, qui cherchent du rendement, puisqu'ils ne le trouvent plus dans les placements des produits de taux d'intérêt. Et donc, les entreprises, vraiment, font tout pour attirer les capitaux vers elles. Alors, assez rapidement aussi, Atos. Donc Atos, c'est l'outsider par rapport à Capgemini, à la Bourse de Paris, on va dire, dans les services informatiques. Oui, mais c'est Capgemini qui est en tête et qui continue à l'être, et qui pédale plus vite. Donc, il pédale toujours plus vite. Il faut dire qu'Atos est aussi dans des métiers comme l'infogérance mais qui sont plus stables. Qui sont plus stables. Il y a moins de levier dans la croissance. Exactement. Les résultats de Capgemini sont très très bons. Capgemini aussi est plus implanté aux États-Unis. Il y a plus d'Amérique. Qu'Atos, qui n'y est que depuis récemment. Le dividende de Capgemini en hausse de 9%. Donc voilà, toujours le sujet. Et celui d'Atos, un peu plus modérément, de 4% seulement. Alors, assez rapidement, Ingenico, qui a souvent été comparé à Gemalto. Alors, Gemalto a une tôle, si j'ose dire, et Ingenico a publié des résultats. Ingenico, c'est formidable. Oui. Ça, c'est les terminaux de paiement sont vraiment maintenant partout. Partout, et ils sont arrivés en Amérique, ce qui était quand même important. Et ils sont arrivés en Amérique, et ils ont un protocole qui est sans doute un des meilleurs, ce qui fait que leurs résultats, si je donne quelques chiffres, on est dans des taux de croissance du chiffre d'affaires proche de 20%. C'est considérable. C'est considérable, avec un résultat net qui augmente de plus de 40%. C'est formidable. Alors Gemalto en même temps. Gemalto souffre en ce moment une affaire entre guillemets. Oui, il souffre de rumeurs comme quoi on arriverait à percer les codes de leurs cartes, ce qui est leur raison d'être. Oui, la raison d'être, c'est la sécurité. C'est la sécurité. Ne serait-ce que la rumeur, elle fait déjà mal. Elle fait déjà mal en bourse. Alors,
est-ce que c'est de la malveillance de la part de certains acteurs aux États-Unis Gemalto a qui toujours veulent été très rentrer mal dans vu ce des marché? Américains qui ont Oui. essayé de mettre la main dessus. Parce que les Américains, ils butent sur une technologie qui a été inventée en France et qui La carte à puce, reste oui. encore la meilleure qui soit au monde. Juste pour finir, Ça énerve. Bouygues Télécom, spéculation sur Bouygues Télécom qui fait monter Bouygues. Oui, alors, bon, c'est toujours la même histoire. Quatre acteurs, est-ce qu'on peut revenir à trois? Alors tout le monde le souhaite, Orange le Celui- souhaite, SFR le souhaite. Voilà, celui Free qui dit serait qu'il s'en mangé, fiche. Oui. c'était soit SFR, soit Bouygues au premier tour, ça a été SFR. Donc normalement, Bouygues sera au second tour, surtout que ça a été vraiment un développement formidable de la part de Bouygues qui n'y connaissait rien dans ce métier. Il faut quand même revoir les choses. C'est un magnifique succès de la part de Martin Bouygues. On se souvient les démêlés avec Bolloré qui voulait le faire vendre exactement, au départ de voilà. l'opération. Et quand etc. on voit ce que ça vaut aujourd'hui, on se dit qu'il aurait été malvenu de vendre. Donc, Comme quoi, même les très grands financiers peuvent se tromper. Nous passons à la gestion. Alors Christian, la question que tout le monde se pose, c'est où est-ce que je vais trouver du rendement dans ce monde où l'État français emprunte à taux négatif à 2 ans, par exemple, et c'est pas l'État allemand, bien entendu, Nestlé, sans doute Apple demain. Où est-ce que je peux trouver du rendement? Alors, c'est clair qu'on touche le fond de la possibilité de la baisse des taux. Mais ce fond est très bas, puisqu'il est même sous-marin. Oui, il est sous-marin, c'est ça. Il est sous-marin. Alors, sur les obligations, l'État, quand vous achetez un emprunt d'État qui a un rendement négatif, ça veut dire que vous ne pouvez raisonnablement l'acheter que si vous pensez que les taux vont encore poursuivre leur baisse et que d'un taux négatif de 0,10, vous passeriez à moins 0,20. Oui. Là, vous gagnerez de l'argent. Donc ça veut dire déflation, là. Mais pour faire ça... Pour faire ça, vous payez. Ouais. Vous payez pour éventuellement prendre un bénéfice. C'est quand même pas très confortable. Donc aujourd'hui, quand vous gérez par exemple un fonds patrimonial dans lequel il n'y a pas que des actions et vous avez des clients qui vous demandent un peu de rendement. Alors, j'imagine. Alors, sur les obligations, il y a encore un peu de rendement sur les emprunts des banques, notamment les titres subordonnés, et dans le segment du high yield, c'est-à-dire des notations plus... Ou des hauts rendements, donc... oui. Du haut rendement, mais on arrive à 2-3%. On a 2-3% sur, je ne sais pas quoi, la mondiale, sur des choses comme ça sur des signatures, sur des signatures des double B, oui, sur des signatures industrielles, et dans les banques, sur les produits subordonnés ou les titres très subordonnés de compagnies industrielles. Alors, bon, ça, c'est un peu le plancher. Ensuite, deuxième étape, je dirais les actions de la zone euro. La bourse rapporte du 3 à peu près. Du 3, et on voit que les dividendes sont même revus à la hausse. Donc les dividendes sont revus à la hausse. Donc, c'est très attrayant aujourd'hui. Et dans le segment des actions, il y a une catégorie qui est un peu particulière, qui sont les sociétés foncières, donc qui détiennent des actifs qui sont immobiliers. Et qui sont obligés de distribuer une grosse part de leur profit. Qui, contrepartie du fait qu'ils ne payent pas d'impôts, doivent distribuer l'essentiel de soit leur plus-value, soit leurs résultats. Et là, on arrive sur les sociétés foncières. Alors, c'est des gens comme Unibail, comme Clépierre, etc., foncières des régions I4. On arrive à du 4, 4,5. Oui, sur des patrimoines qui ne sont pas en grand risque. Voilà. Alors, maintenant, c'est des patrimoines sans grand risque, mais une bonne partie de ces foncières ont investi dans des centres commerciaux. Il ne faudrait pas que le chiffre d'affaires des centres commerciaux baisse, puisque vous savez que les loyers sont indexés sur... donc voilà, des obligations, des actions européennes, y compris des foncières. Voilà, c'est ça la réponse. Et puis alors, il y a une quatrième catégorie. Maintenant, nous sommes rentrés dans une phase qui est différente des, 4-5 dernières années. Nous vivions dans un pays qui avait une monnaie forte. Oui. Maintenant, on vit dans un pays qui a une monnaie relativement faible. Bah oui, l'euro a diminué de 20%. Et donc, il y a une nouvelle classe d'actifs qui s'est ouverte à nous, qui est le fait qu'on peut gagner de l'argent en ayant des devises.
Alors, on a vu que le dollar s'est largement apprécié par rapport à l'euro, de même que beaucoup d'autres monnaies. Et là, il y a une source de rendement qui est bonne. C'est plus le franc suisse. Alors, c'est plus le franc suisse. Ce que je crois, c'est que là, il faut vraiment faire appel à des spécialistes parce que oui, parce qu'on parle du Danemark, on va facilement en Europe du Nord parce que c'est pas dangereux. Nous, j'avoue qu'on s'en remet à des fonds gérés par des très bons spécialistes. Oui. Mais pour vous donner une idée, par exemple, des fonds gérés avec des obligations internationales et donc un effet change qui est important. L'année dernière, on avait des rendements entre 15 et 25%. Donc c'est une poche d'actifs qui est intéressante. C'est une poche d'actifs qui redevient intéressante du fait que l'euro baisse. Alors, j'ai une question d'un de nos auditeurs. Un bon ami me recommande de vendre en mars, et vous? Alors justement, pour passer ce fameux les hits de mars, comme on dit, ce fameux tournant de mars qui est souvent pas très bon pour la bourse, quels sont vos concepts? Écoutez, moi, je trouve que si on veut prendre des protections, c'est-à-dire acheter des options de vente, c'est la prime de risque, la prime d'assurance qu'on paye est chère. Oui. Et j'avoue que je ne suis pas très inquiet sur l'avenir parce que je pense qu'il y aura des replis du marché. On va faire 15% depuis le début de l'année, donc les 5000 vont être un seuil très psychologique pour le CAC 40. Mais il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté de cette hausse. Beaucoup de gens étaient trop frileux ou avaient des contraintes qui ne leur permettaient pas. Donc sur toute baisse, ils vont ramasser. Et en plus, les étrangers viennent chez nous maintenant, notamment les Américains, parce que leur marché est certainement à un point haut. Et donc, ce flux venant d'Amérique et le retard pris par un certain nombre d'investisseurs de marché actions fait qu'à mon avis, il y aura un très bon soutien. Alors vos concepts du moment? Mes concepts? Vos concepts pour l'investissement, vous suivez? Ah, bah écoutez, c'est pas très original, mais il faut essayer de privilégier les sociétés qui bénéficient de la baisse des taux, de la hausse du dollar ou de la baisse de l'euro, comme on veut, et d'un prix de l'énergie, des matières premières. Vous ne changez pas de discours depuis 3-4 mois, mais ça vous apporte du bonheur. Et je rajouterai une quatrième composante qui est importante, on a parlé, des sociétés qui offrent un bon rendement, puisqu'en fait, il ne faut pas oublier que sur longue période, le rendement représente à peu près la moitié de la performance globale d'un portefeuille. Donc ça, il faut vraiment pas le négliger. Juste rapidement, dans les 4 poches qu'on a déterminées, obligations internationales, zone euro, foncière... je peux vous donner la répartition actuelle de notre fonds patrimonial, qui d'ailleurs vient de se voir attribuer une 5e étoile par Morningstar, donc on est très content. Eh bien, écoutez, on est à 60% en actions, alors qu'on était plutôt à 50% il y a 3 ou 4 mois. 60% d'actions, dont l'essentiel soit la zone euro. On a un petit peu de Japon et un petit peu de pays émergents. On a une poche de 20% sur les obligations internationales et une poche strictement dollar. Et le solde, c'est-à-dire une vingtaine de pourcents, ce sont des obligations convertibles et des obligations... Donc des obligations émises par des sociétés commerciales ou industrielles. Exactement. Voilà. Mais c'est très bien. Nous allons passer aux conseils les plus pratiques. Alors Christian, il va falloir, vous avez mis la barre un peu haut le mois dernier, avec Accor qui gagne donc 2 fois le CAC 40 et Technip 3 fois le CAC 40. Et Technip, c'était plutôt hardi, puisque ça n'appartenait à aucun des secteurs que vous recommandez, baisse du dollar, puisque au contraire, c'est affecté par la baisse du pétrole. Donc, s'il y avait un achat aujourd'hui? Alors, nous, on est très, très favorables, je vais être un peu plus général, sur le secteur de l'automobile et sur les équipementiers. Je crois qu'on voit très bien qu'avec l'Europe qui est en reprise économique, le marché américain qui se tient très bien, le marché chinois qui continue à se tenir, parce que là, il y a vraiment un marché de première monte, etc.
l'effet de levier est très très fort sur les constructeurs. Les équipementiers, nous avons en France 3 équipementiers de très haut niveau, Valeo, Faurecia et Plastic Omnium, qui sont dans le monde entier, et alors qui, eux, bénéficient des progrès de Volkswagen, d'Audi, de Daimler, etc. Et donc, c'est des gens qui sont mondiaux, et je crois que là, il y a encore vraiment de l'argent à gagner. Et là-dedans, c'est votre favorite? Ah, le favori? Oui. Le favori là-dedans, je pense que c'est Faurecia. C'est Faurecia. Donc, dans les équipementiers et dans les constructeurs, c'est Peugeot, parce que c'est là où il y a le plus qui sont un peu liés capitalistiquement. De rentabilité à revenir. Alors vendre je crois qu'Air France, décidément, c'est pas nouveau, mais il faut rester à l'écart. Il va y avoir une recapitalisation probablement à un moment quelconque. C'est le risque. Ce qu'on voit, c'est que malheureusement, ce qui aurait pu être considéré comme de la saine gestion, qui était de couvrir les achats de pétrole, se révèle désastreux pour le compte d'exploitation, puisqu'il ne bénéficie pas. Je crois que j'ai vu un chiffre de l'ordre de 600 millions de manque à gagner. Alors, c'était de la bonne gestion mais il couvre aujourd'hui du pétrole malheureusement. à un autre prix. C'est d'ailleurs ces problèmes de couverture, c'est un problème d'ailleurs qui rend plus difficile parfois la lecture des résultats des sociétés, parce que il y a aussi le change sur lequel beaucoup de sociétés se couvrent. Donc, ils sont moins réactifs que les low cost, qui, elles, répercutent plus facilement la baisse du pétrole. Exactement. Donc, ils ont un manque à gagner de 600 millions sur le pétrole et une perte de 400 millions sur la grève des pilotes. Donc, ça fait beaucoup d'argent. Oui, ça fait beaucoup d'argent, c'est difficile. D'accord. Et un joker, alors? Alors, un joker, je vous ai choisi une de mes valeurs moyennes préférées, qui est Trigano. Trigano. Alors, Trigano, ce sont les camions. Voilà, ça a également 4 roues. Ça a également 4 roues. Et c'est un petit hôtel, donc c'est du Peugeot Accor, si je puis dire, puisque la chambre d'hôtel se travaille sur le camion. Dans le camion. Alors, bon, ça c'est pour blaguer. C'est une très très belle affaire, menée par M. Feuillet, qui l'avait racheté il y a une vingtaine d'années, je crois. C'est le deuxième numéro 2 en Europe. Ce sont des gens qui, très astucieusement, ont bénéficié. Il y a eu, bien sûr, une très grande crise de ce type de camions, parce que les acheteurs, c'est quoi? C'est beaucoup de gens qui prennent leur retraite et qui vont se promener dans toute l'Europe, etc. Bon. Et donc là, il y a un impact du pouvoir d'achat qui a été très très fort. Et comme ils avaient une très bonne situation financière et qu'aujourd'hui encore, ils n'ont pas un sou de dette, ils sont encore en trésorerie qui est positive, ils ont pu racheter beaucoup de concurrents, et petit à petit, ils ont fait leur plot comme ça, en rachetant des petits concurrents. On dit toujours que la France est en retard dans ce loisir-là, dans ce caravaning de luxe, on va dire, par rapport aux pays du Nord, par exemple. Voilà, donc c'est la silver economy, ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'économie des cheveux blancs, et une société remarquablement bien gérée, un dirigeant propriétaire qui passera la main un jour, mais je pense qu'il n'est pas très pressé de le faire, mais donc, ça arrivera un jour. C'est un joker. Et ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de passer numéro 1. Ce sera le mot de la fin. Christian, merci. Au revoir.